Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Laissez-vous porter par les vagues de l'histoire, tandis que nous naviguons ensemble vers un monde où la frontière entre le héros et le criminel s'estompe dans la brume de l'océan. Imaginez un monde où la liberté se mesurait à l'horizon, sans fin. Un monde où des hommes et des femmes ordinaires pouvaient, en un jour, basculer du statut de marin anonyme à celui de légende redoutée sur toutes les mers. Nous pensons connaître leur histoire, celle des pirates qui ont sillonné les Caraïbes. Nous les imaginons tels que les films nous les ont dépeints. Flamboyants, romantiques, portant des ceintures de soie et des boucles d'oreilles en or. Mais que se passerait-il si tout ce que nous pensions savoir n'était qu'un voile jeté sur une réalité bien plus complexe ? Et si ces corsaires des mers chaudes n'étaient ni des monstres assoiffés de sang, ni des héros romantiques, mais quelque chose d'infiniment plus fascinant ? Pourquoi ces hommes et ces femmes choisissaient-ils une vie où chaque jour pouvait être le dernier ? Comment de simples marins devenaient-ils les architectes d'une société parallèle qui défiait les plus grands empires du monde ? Et surtout, comment leur héritage continue-t-il à façonner notre monde, bien au-delà des trésors enfouis et des navires coulés ? L'histoire des pirates n'est pas seulement celle d'aventuriers en quête de richesse. C'est l'histoire d'un système qui a ébranlé l'ordre mondial, remis en question les notions de pouvoir, de liberté et de justice. Une histoire dont les échos résonnent encore dans notre monde moderne, bien plus que nous ne l'imaginons. Avant que les voiles noirs ne viennent obscurcir l'horizon des Caraïbes, ces eaux cristallines baignaient déjà un monde en pleine transformation. À l'aube du XVIe siècle, l'Europe sortait lentement du Moyen-Âge et les royaumes d'Espagne et du Portugal se partageaient un nouveau monde fraîchement découvert. Le traité de Tordesillas, signé en 1494, avait tracé une ligne invisible à travers l'Atlantique, attribuant l'Est au Portugal et l'Ouest à l'Espagne. Ce partage, d'une arrogance sans borne, ignorait délibérément les peuples qui habitaient ces terres depuis des millénaires. Le pape Alexandre VI, un Espagnol de la famille Borgia, avait béni cet arrangement qui donnait à deux nations européennes le droit divin de s'approprier la moitié du globe. Cette division artificielle du monde créait déjà les conditions d'un conflit, car les autres puissances européennes, l'Angleterre, la France, les Pays-Bas, ne reconnaissaient pas cette partition qui les excluait des richesses du Nouveau Monde. Dans ce monde d'avant la piraterie généralisée, les Caraïbes étaient déjà un carrefour bouillonnant. Les navires espagnols, chargés d'or et d'argent arrachés aux civilisations précolombiennes, traversaient ces eaux en route vers Séville. L'air marin se mêlait au parfum des épices et aux bois précieux. Les ports comme la Havane ou San Juan résonnaient du bruit des marteaux sur les coques des navires et des cris des marchands. Des forts aux murs blanchis par le soleil surveillaient les baies aux eaux turquoises, leurs canons prêts à repousser les rares intrus qui osaient défier le monopole espagnol. Le système commercial espagnol, rigide et centralisé, imposait des règles strictes. Tous les navires devaient en fait partir de Séville, puis plus tard de Cadix, et suivre des routes préétablies. Une flotte annuelle, la Flota de Indias, transportait les marchandises vers les colonies, puis revenait chargée des richesses américaines. Ce système prévisible, conçu pour maximiser le contrôle et les revenus de la couronne, deviendrait paradoxalement une faiblesse exploitée par les futurs pirates qui pouvaient anticiper les routes et les périodes de navigation. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Caraïbes n'étaient pas une région sauvage et inexplorée. Les peuples autochtones, Taïnos, Caraïbes, Arawaks, y avaient développé des sociétés complexes, avec leurs propres réseaux commerciaux, leurs rites et leur connaissance de la navigation entre les îles. Mais la rencontre avec les Européens avait déjà commencé à transformer irrémédiablement ce monde. Les maladies, l'esclavage et les conflits décimaient ces populations à un rythme effrayant. Les Taïnos, qui comptèrent peut-être 1 million d'individus lors de l'arrivée de colons, ne seraient de plus que quelques milliers un demi-siècle plus tard. Leur connaissance intime de l'archipel
Les courants saisonniers, les passes sûres entre les récifs, les abris naturels contre les ouragans disparaissaient avec eux ou étaient appropriés par les nouveaux venus. Ces savoirs, transmis oralement de génération en génération, constituaient un trésor de connaissances maritimes que certains futurs pirates sauraient exploiter en s'alliant avec les survivants de ces peuples. La réalité des Caraïbes au début du XVIe siècle détruit un mythe tenace, celui d'un paradis vierge découvert par les Européens. Ces îles étaient déjà connectées, habitées, et leur destin était déjà en plein bouleversement. L'arrivée des pirates ne ferait qu'ajouter une nouvelle couche à cette transformation déjà en cours. Les villes coloniales qui s'élevaient sur ces rivages présentaient un mélange architectural unique. Les bâtiments espagnols, avec leurs toits de tuiles rouges et leurs patios ombragés, s'adaptaient au climat tropical. Les entrepôts massifs, gardés comme des forteresses, abritaient les richesses en transit. Dans les tavernes des ports, le vin d'Espagne coulait dans les verres, tandis que les marins échangeaient des histoires venues des 4 coins du monde connu. Ces établissements coloniaux étaient stratégiquement positionnés. Carthagène des Indes, fondée en 1533 sur la côte de l'actuelle Colombie, devint rapidement l'un des ports les plus fortifiés du Nouveau Monde. Ses murailles massives protégeant les trésors extraits de l'arrière-pays sud-américain. San Juan de Porto Rico, établi dès 1521, surveillait l'entrée orientale des Caraïbes avec son imposant fort El Morro. Santo Domingo, sur l'île d'Hispaniola, fut la première capitale coloniale des Amériques, son architecture reflétant l'ambition impériale espagnole. L'air était lourd, chargé d'humidité et du parfum sucré des plantations de canne qui commençaient à s'étendre sur les collines. Le soir, quand la chaleur retombait, les criquets et les grenouilles entamaient leur concert nocturne, couvrant parfois les voies des sentinelles qui patrouillaient sur les remparts des cités coloniales. La vie quotidienne dans ces avant-postes de l'Empire espagnol oscillait entre une routine laborieuse et des moments de tension aiguë. Les jours de marché, les places s'animaient de couleurs et de bruits. Marchands créoles vantant leurs produits, esclaves africains parlant des langues venues d'un autre continent, fonctionnaires espagnols supervisant les transactions. Puis venaient les longues périodes d'attente entre les arrivées de navires, où le temps semblait se distendre sous le soleil tropical. Ce monde pré-pirate était déjà un creuset où se brassaient les cultures, les ambitions et les rivalités. Un monde où s'entrecroisaient des fils qui bientôt tisseraient la toile complexe de l'âge d'or de la piraterie. Les premières fissures dans le monopole espagnol apparurent dès le milieu du XVIe siècle. Des corsaires français comme François Leclerc, surnommé Jambe de Bois, ou Jacques de Sorès, commencèrent à harceler les navires et les établissements espagnols. En 1555, Sorès pilla et incendia la Havane, démontrant la vulnérabilité des possessions espagnoles. L'Angleterre d'Élisabeth Ier envoya bientôt ses propres corsaires, comme John Hawkins et Francis Drake, défier la puissance ibérique dans ses eaux territoriales. Ces corsaires opéraient avec la bénédiction officielle de leur gouvernement, qui leur délivrait des lettres de marque, documents légaux transformant ce qui aurait été de la piraterie en action militaire légitime. Cette distinction entre corsaires et pirates, cruciale juridiquement, s'avérerait souvent floue dans la pratique. Nombreux seraient ceux qui passeraient d'un statut à l'autre au gré des déclarations de guerre et des traités de paix entre les puissances européennes. Mais pourquoi des hommes et des femmes ordinaires choisissaient-ils de risquer la potence pour embrasser la vie de hors-la-loi des mers ? Les motivations qui poussaient vers la piraterie étaient aussi diverses que les individus qui hissaient le pavillon noir. Mais certaines forces motrices se distinguent clairement. La pauvreté et les conditions de vie abominables à bord des navires marchands ou militaires constituaient un puissant moteur. Sur un navire de la marine royale anglaise, un matelot gagnait moins d'1 livre sterling par mois, dormait dans des hamacs surpeuplés et se nourrissait de biscuits infestés de charançons et de viande salée, quasi immangeable. La discipline était maintenue par le fouet, et les officiers, souvent issus de la noblesse,
traitaient l'équipage comme du bétail. Les récits de l'époque décrivent des conditions effroyables. Un marin anonyme écrivait en 1690 : « Nous sommes entassés comme des sardines dans une boîte. L'air est si vicié qu'une chandelle ne peut y brûler. La viande qu'on nous sert est si dure et salée que seule la faim la plus extrême pourrait nous pousser à la manger. Et l'eau, rationnée à 3 tasses par jour, est souvent verdâtre et puante. Les maladies, scorbut, dysenterie, fièvres diverses, décimaient les équipages lors des longues traversées. » Un voyage transatlantique pouvait facilement coûter la vie à un tiers des marins embarqués. Les officiers maintenaient une discipline de fer par la terreur. Le moindre manquement pouvait être puni de plusieurs dizaines de coups de fouet, administrés devant l'équipage rassemblé pour l'occasion. Les récits de capitaines particulièrement cruels abondent. L'un des plus notoires, Hugh Pigot de la Royal Navy, fit fouetter à mort un matelot pour avoir simplement regardé dans sa direction d'une manière qu'il jugeait insolente. De tels abus poussèrent nombre de marins à la désertion et, ultimement, à la piraterie. À bord d'un navire pirate, en revanche, un marin pouvait espérer gagner en un seul abordage réussi l'équivalent de 2 années de salaire. Plus important encore, il bénéficiait d'une chose rare à cette époque, une voix. Les équipages pirates votaient pour élire leur capitaine et pouvaient le déposer s'il se montrait tyrannique ou incompétent. Le témoignage de Marcus Rediker, un historien qui a étudié en profondeur les archives de cette époque, est éclairant. À bord d'un navire pirate, un marin noir pouvait commander à des matelots blancs. Un ancien esclave pouvait voter au même titre qu'un déserteur de la marine. Un simple matelot pouvait recevoir une compensation égale à celle du chirurgien de bord. C'était un monde renversé où les hiérarchies traditionnelles étaient abolies au profit d'un ordre nouveau, plus égalitaire. Le grincement régulier des poulies, le claquement des voiles gonflés par le vent, le frottement constant du bois contre le bois, ces sons formaient la trame sonore de la vie en mer. Mais pour un marin qui avait connu la cale étouffante d'un navire marchand, les odeurs de vomi et d'excréments mêlées à celles de l'eau croupie, la liberté relative d'un navire pirate représentait un attrait irrésistible. L'économie mondiale naissante jouait également un rôle crucial. L'Espagne, d'abord, puis l'Angleterre, la France et la Hollande avaient établi des empires commerciaux basés sur l'extraction massive de richesses des colonies vers les métropoles. Des flottes entières traversaient l'Atlantique, chargées d'or, d'argent, de sucre, de tabac et d'autres marchandises précieuses, souvent produites par le travail des esclaves. Ces navires représentaient des proies tentantes. Les chiffres donnent le vertige. Entre 1500 et 1650, plus de 181 tonnes d'or et 16 000 tonnes d'argent furent extraites des mines américaines et transportées vers l'Espagne. Un galion espagnol pouvait transporter des richesses équivalent au budget annuel d'un petit pays européen. Le Santa Maria de la Rosa, qui coula au large de l'Irlande en 1588, transportait l'équivalent de plusieurs milliards d'euros actuels en lingots et pièces d'argent. De telles fortunes flottantes attiraient inévitablement les convoitises. Pour de nombreux marins qui rejoignaient les rangs des pirates, la motivation dépassait le simple appât du gain. Il s'agissait d'une forme de révolte contre un système jugé injuste, où une poignée de nobles et de marchands s'enrichissaient tandis que la majorité peinait à survivre. Le code des pirates, qui garantissait à chaque membre d'équipage une part du butin, représentait pour beaucoup une forme de justice économique impensable dans la société régulière. Cette dimension contestataire apparaît clairement dans les témoignages d'époque. Lors de son procès en 1720, le pirate John Phillips déclara « Je préfère souffrir une mort rapide sous le soleil que de mourir à petit feu dans la cale d'un navire marchand. » Un autre pirate célèbre, Samuel Bellamy, aurait prononcé ce discours passionné avant d'attaquer un navire. Ils nous traitent de pirates, mais ce sont eux les véritables voleurs, les marchands et les nobles qui nous affament,
qui nous volent notre travail, qui prennent tout et ne laissent rien. Moi, je vole aux riches pour donner aux pauvres, à moi-même et à mes compagnons. Le risque était omniprésent dans cette vie de liberté volée. La pendaison attendait les pirates capturés, et la mort pouvait survenir à tout moment, lors d'un abordage, dans une tempête, ou par maladie loin de tout médecin. La durée de vie moyenne d'un pirate actif ne dépassait guère quelques années. Pourtant, des milliers d'hommes et quelques femmes choisissaient délibérément cette existence. Les récits de procès et d'exécutions de pirates ne manquent pas dans les archives judiciaires de l'époque. À Londres, les exécutions à exécution d'oc sur les rives de la Tamise attiraient des foules immenses. Le rituel était codifié. Le condamné était conduit en procession depuis la prison de Marshalsea, accompagné par le marshal de l'amirauté, portant une baguette d'argent symbolisant l'autorité maritime. La marée devait être basse pour l'exécution, un détail symbolique important, car la juridiction de l'amirauté s'arrêtait à la ligne de marée haute. Contrairement aux exécutions ordinaires, la corde utilisée pour pendre les pirates était plus courte, causant une mort lente par strangulation plutôt que la rupture instantanée des vertèbres cervicales. Cette danse du pirate, les spasmes du condamné luttant pour respirer, était considérée comme partie intégrante de la punition. Après la mort, le corps était enchaîné et laissé suspendu jusqu'à ce que 3 marées l'aient submergé. Puis il était souvent placé dans une cage de fer et exposé le long de la Tamise comme avertissement. Pour certains, comme le célèbre Barbe Noire, le risque lui-même semblait être un attrait. Cet homme, dont le vrai nom était Edward Teach, se présentait au combat avec des mèches allumées entrelacées dans sa barbe noire, créant autour de sa silhouette une auréole de fumée et d'étincelles. Cette mise en scène n'était pas seulement destinée à terrifier ses adversaires, elle suggère une personnalité qui trouvait une forme d'exaltation dans la proximité constante avec la mort. Les journaux intimes de l'époque révèlent parfois cette fascination morbide. Un membre anonyme de l'équipage de Barbe Noire écrivait « Le capitaine semblait plus vivant quand la mort rôdait autour de nous. Ses yeux brillaient d'un feu étrange lors des abordages, comme si chaque combat était pour lui une danse avec l'au-delà. » Cette attitude fataliste se retrouve dans de nombreux témoignages pirates, et jusque dans leurs toasts favoris. À une courte vie, mais une joyeuse. Les tambours de guerre résonnaient en permanence dans les Caraïbes. Les rivalités entre l'Espagne, l'Angleterre, la France et les Pays-Bas créaient un contexte politique idéal pour la piraterie. En temps de guerre, ces nations délivraient des lettres de marque à des corsaires, les autorisant légalement à attaquer les navires ennemis. En temps de paix, beaucoup de ces corsaires, peu enclins à retourner à une vie ordinaire, devenaient pirates. La guerre de succession d'Espagne, 1701 à 1714, illustre parfaitement ce mécanisme. Durant ce conflit majeur, l'Angleterre et la France délivrèrent des centaines de commissions de course. Lorsque le traité d'Utrecht mit fin aux hostilités, des milliers d'hommes se retrouvèrent soudain sans emploi légal, mais avec des compétences maritimes et militaires affûtées. Beaucoup se tournèrent vers la piraterie, déclenchant ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or des pirates. Le contexte religieux jouait également un rôle non négligeable. L'antagonisme entre l'Espagne catholique et les puissances protestantes, Angleterre et Pays-Bas notamment, donnait une dimension idéologique à certaines entreprises pirates. Des capitaines comme Francis Drake se considéraient comme des combattants pour la cause protestante, légitimant leurs attaques contre les Espagnols par une rhétorique religieuse. Plus tard, cette dimension s'estomperait au profit de motivations plus pragmatiques, mais elle contribua initialement à justifier la course et, par extension, la piraterie. Le monde des Caraïbes au XVIIe siècle était ainsi un labyrinthe de loyautés changeantes, d'opportunités risquées et de richesses miroitantes, toujours à portée de main, mais jamais garanties. C'est dans ce creuset que s'est forgé l'âge d'or de la piraterie. S'aventurer dans une carrière de pirate, c'était s'engager sur un chemin sans carte, dans des eaux souvent inexplorées, tant au sens propre que figuré.
La navigation elle-même était un art approximatif à cette époque. Les cartes maritimes étaient imprécises, jalousement gardées et souvent délibérément falsifiées pour égarer les concurrents. Les cartographes royaux introduisaient parfois des erreurs intentionnelles dans leurs cartes, îles inexistantes, récifs imaginaires, profondeurs incorrectes, pour piéger les navigateurs utilisant des copies non autorisées. La carte devenait ainsi non seulement un outil de navigation, mais une arme géopolitique. Un navigateur anglais utilisant une carte espagnole volée risquait de s'échouer sur des hauts fonds que la carte originale marquait correctement, mais que la copie distribuée aux étrangers situait ailleurs. La boussole magnétique, bien que connue depuis des siècles, restait un instrument imparfait. La variation magnétique, la différence entre le nord magnétique et le nord géographique, changeait selon la position du navire et n'était pas toujours bien comprise ou documentée. Les horloges marines précises, qui permettraient plus tard de déterminer la longitude avec exactitude, n'existaient pas encore. Les navigateurs estimaient leur position est-ouest par des calculs approximatifs basés sur la vitesse et la direction. Une méthode sujette à d'importantes erreurs. Un capitaine pirate devait donc posséder une connaissance intime des courants, des vents, des récifs et des havres secrets. Ces connaissances se transmettaient oralement, de capitaine à second, de vieux loups de mer à jeunes mousses. Certains recoins des Caraïbes, comme la côte de la Mosquitia au Honduras actuel ou l'île de la Tortue près d'Haïti, devinrent des repères de prédilection, car leurs baies profondes, leurs récifs traîtres et leurs forêts denses offraient protection et ressources aux navires hors la loi. La Mosquitia, en particulier, présentait un labyrinthe de canaux, de lagunes et de criques bordées de mangroves impénétrables. Seuls les navigateurs les plus expérimentés pouvaient s'y aventurer sans s'échouer ou se perdre. Les Indiens, Misquitos, hostiles aux Espagnols mais souvent alliés aux Anglais et aux pirates, connaissaient parfaitement ces eaux et servèrent parfois de guides. En échange, ils recevaient des armes à feu, des outils en métal et d'autres produits européens convoités. La brume matinale qui s'élevait des eaux chaudes des Caraïbes créait parfois une visibilité réduite à quelques dizaines de mètres. Dans ces conditions, un navire pirate pouvait s'approcher silencieusement de sa proie, le seul avertissement étant peut-être le cri d'un oiseau de mer dérangé, ou l'ombre fugitive d'une voile apparaissant et disparaissant dans la brume. Ces moments de tension extrême, où le destin d'un équipage entier se jouait dans un silence presque parfait, faisait la partie intégrante de la vie pirate. Les journaux de bord de l'époque décrivent ces attentes tendues. John Smith, un quartier-maître pirate actif vers 1700, écrivait « Nous restions immobiles, retenant notre souffle, comme si le moindre murmure pouvait porter à travers la brume jusqu'à notre proie. Même les gouttes d'eau qui tombaient des cordages semblaient faire un bruit assourdissant. » Puis, comme un fantôme, la silhouette du navire marchand émergea devant nous, si proche que nous pouvions entendre les conversations sur son pont. Les premiers signes d'une transformation imminente dans les Caraïbes apparurent subtilement. Des navires marchands commencèrent à disparaître sans laisser de traces. Des pêcheurs rapportèrent avoir aperçu des voiles inconnues à l'horizon. Des rumeurs circulaient dans les tavernes sur des hommes qui avaient abandonné leur poste pour rejoindre des équipages mystérieux. Comme des oiseaux qui s'envolent avant un tremblement de terre, ces petits indices annonçaient un bouleversement majeur. À Port-Royal, en Jamaïque, le gouverneur Thomas Modiford notait dans une lettre datée de 1668 « Des hommes désertent les plantations et les navires marchands à un rythme alarmant. Les tavernes du port résonnent de récits de fortunes rapides, gagnées en servant sous des capitaines dont les noms ne figurent dans aucun registre officiel. J'ai fait pendre 3 déserteurs la semaine dernière, mais cela ne semble guère dissuader les autres. » Dans les colonies espagnoles, des lettres inquiètes voyageaient entre les gouverneurs. À Madrid, des conseillers froncèrent les sourcils en lisant des rapports sur des attaques isolées. À Londres, des marchands de la Compagnie des Indes orientales commençaient à augmenter leurs primes d'assurance.
Le monde sentait que quelque chose se préparait, sans pouvoir encore nommer la vague qui allait déferler. Les petites îles reculées des Caraïbes, autrefois négligées car jugées trop petites ou trop arides pour une colonisation rentable, prirent soudain une valeur stratégique nouvelle. Une crique isolée sur une île sans nom pouvait servir de cachette temporaire à un navire pirate. Une source d'eau douce entourée de palmiers devenait une escale précieuse pour ravitailler un équipage. Les îlots des Bahamas, par centaines, offraient un dédale parfait où disparaître après une attaque réussie. L'océan lui-même semblait parfois complice de ces hommes et femmes qui défièrent les empires. Les courants des Caraïbes, les vents alizés, les passages entre les îles formaient un réseau de routes invisibles que les pirates apprirent à maîtriser mieux que quiconque. Pour eux, la mer n'était pas un obstacle, mais un allié, une voie d'évasion perpétuelle. Le capitaine William Kidd, dans son dernier journal découvert bien après sa pendaison en 1701, écrivait « La mer est notre mère à tous, mais elle chérit particulièrement ceux qui comprennent ses humeurs et respectent sa puissance. » J'ai vu des frégates royales, fières et puissantes, brisées sur des récifs que mes hommes et moi connaissions suffisamment pour éviter. Les amiraux avec leurs cartes et leurs ordres ne comprendront jamais ces eaux comme nous les comprenons. Un pirate expérimenté pouvait lire les signes subtils annonçant un changement de temps. Une légère variation dans la couleur du ciel, un changement dans le comportement des oiseaux marins, une odeur particulière portée par la brise. Cette sensibilité aux moindres fluctuations de l'environnement faisait partie des compétences essentielles dans un monde sans prévision météorologique scientifique. Un témoignage recueilli lors du procès d'un membre d'équipage de Barbe Noire illustre cette connaissance intime. Le capitaine Teach pouvait sentir un ouragan 2 jours avant qu'il ne frappe. Une fois, alors que le ciel était encore clair et que la mer semblait calme, il a ordonné de nous diriger vers une crique abritée. Les hommes murmuraient contre cet ordre qui nous détournait d'une proie facile. 2 jours plus tard, quand la tempête a frappé et détruit 3 navires marchands, nous avons compris que le capitaine avait senti quelque chose dans l'air que nous n'avions pas perçu. La nuit, sous le ciel étoilé des Caraïbes, les pirates naviguaient en se guidant sur les constellations. L'étoile polaire, visible même à ces latitudes, fournissait un point de repère constant. La Croix du Sud, les Pléiades, Orion, ces groupes d'étoiles étaient les phares célestes qui guidaient les navires à travers l'immensité de l'océan. Les nuits sans lune, quand seul le phosphore des vagues brisées par la proue illuminait faiblement le navire, étaient les plus dangereuses, mais aussi les plus propices aux approches furtives. De nombreux pirates étaient d'anciens marins de la Royal Navy ou d'autres marines nationales, formés à la navigation astronomique. Henry Morgan, avant de devenir l'un des plus célèbres flibustiers des Caraïbes, avait servi comme officier dans la marine britannique. Cette formation lui permit plus tard de mener des raids complexes nécessitant une coordination précise entre plusieurs navires. Comme son attaque audacieuse contre Panama en 1670, qui impliquait une traversée de l'isthme par voie terrestre après une approche maritime parfaitement chronométrée. Dans ce monde d'incertitude, les pirates développèrent leurs propres codes, leurs propres règles. Ils naviguaient non seulement sur des mers inconnues, mais aussi dans un espace moral et social inexploré, créant au fur et à mesure les structures de leur société flottante. Ce voyage dans l'inconnu allait bientôt les mener à des confrontations qui changeraient à jamais le visage des Caraïbes. La rencontre entre un navire pirate et sa proie était un moment d'une intensité dramatique incomparable. Imaginez la scène. Une goélette marchande navigue paisiblement dans les eaux bleues des Caraïbes. Le capitaine consulte ses cartes, les matelots s'affairent aux tâches quotidiennes. Puis, à l'horizon, apparaît une voile. D'abord simple point blanc, elle grandit rapidement, trop rapidement. Le premier sentiment est souvent le déni. Ce n'est qu'un autre navire marchand, veut croire le capitaine. Mais bientôt, la réalité devient indéniable. Le navire qui approche est plus rapide, plus agile,
et sa route de collision ne laisse aucun doute sur ses intentions. Et puis, le moment fatidique. Le pavillon noir est hissé au mât, parfois orné d'un crâne, d'un squelette ou d'un sablier, symbole de la mort imminente. Ces pavillons, loin d'être standardisés, variaient considérablement d'un capitaine à l'autre. Barbe Noire naviguait sous un drapeau, montrant un squelette tenant un sablier dans une main et une lance perçant un cœur dans l'autre. Bartholomew Roberts préférait se représenter lui-même, debout sur deux crânes marqués ABH et AMH. À Barbadian's Head, une tête de Barbadien, et à Martinican's Head, une tête de Martiniquais, en référence au gouverneur de ces îles qu'il avait juré de tuer. Calico Jack Rackham arborait le design devenu aujourd'hui le plus emblématique. Deux sabres croisés sous un crâne. Ces pavillons n'étaient pas seulement décoratifs, ils constituaient une forme primitive de guerre psychologique. Un navire marchand reconnaissant le pavillon d'un pirate particulièrement redouté était plus susceptible de se rendre sans combat, épargnant des vies des deux côtés. Comme l'expliquait le capitaine Johnson dans son Histoire générale des pirates, un pavillon noir bien connu valait 10 canons dans une bataille. Sur le pont du navire pirate, l'atmosphère est électrique. Les hommes vérifiant leurs armes, attachent des foulards autour de leur tête pour absorber la sueur, se passent dans des gourdes de rhum pour calmer les nerfs. Certains restent silencieux, concentrés. D'autres lancent dans des plaisanteries pour masquer leur peur. Car malgré leur réputation, les pirates craignent aussi la mort. Chaque abordage est un pari avec le destin. L'équipement d'un pirate typique était un mélange pragmatique d'armes diverses. Le pistolet à silex, bien que peu précis et utilisable une seule fois avant de nécessiter un long rechargement, restait l'arme de choix pour les premiers instants d'un abordage. Beaucoup portaient plusieurs pistolets attachés à leur ceinture ou sur des bandoulières croisées sur la poitrine. Venaient ensuite les armes blanches, coutelas, sabres d'abordage, haches et couteaux. Contrairement aux représentations hollywoodiennes, les longues rapières élégantes étaient rares, car peu pratiques dans l'espace confiné d'un pont de navire lors d'un combat chaotique. Le bruit des canons qui tonnent déchire soudain le silence de l'océan. La fumée âcre de la poudre noire emplit l'air, irritant les yeux et la gorge. Le fracas des boulets qui s'écrasent contre la coque du navire marchand se mêle aux cris des hommes blessés. Les pirates visaient généralement le gréement, cherchant à immobiliser leur proie plutôt qu'à la couler. Un navire intact vaut bien plus qu'une épave. L'artillerie navale de l'époque était rudimentaire mais efficace. Les canons de 12 ou 18 livres pouvaient envoyer des boulets capables de traverser les coques en bois. Cependant, leur cadence de tir était extrêmement lente. Un équipage bien entraîné pouvait tirer 3 coups par heure au maximum. Cette limitation explique pourquoi les navires pirates préféraient souvent intimider leur proie pour qu'elle se rende, plutôt que de s'engager dans un long duel d'artillerie. Lorsque les navires se rapprochent suffisamment, les grappins sont lancés, ces crochets métalliques attachés à des cordes qui permettent de tirer les vaisseaux l'un vers l'autre. Le bruit des crochets qui se figent dans le bois et le grincement des coques qui se touchent annoncent la phase la plus dangereuse, l'abordage. Les pirates se lancent alors sur le pont ennemi, sabres, pistolets et couteaux à la main. Un récit contemporain d'un abordage par l'équipage de Calico Jack Rackham décrit la scène. Ils vinrent sur nous comme des démons, hurlant des obscénités et tirant leurs pistolets sans même viser. La fumée et la confusion étaient telles qu'on ne distinguait plus amis d'ennemis. J'ai vu notre quartier-maître, un homme robuste de 2 mètres, tomber sous la lame d'une créature que j'ai d'abord prise pour un garçon, avant de réaliser qu'il s'agissait d'une femme, probablement Anne Bonny ou Mary Read. Nos hommes, voyant leur officier abattu, jetèrent leurs armes et se rendirent. Tout était fini en moins de temps qu'il n'en faut pour réciter un Notre Père. La plupart des navires marchands se rendaient sans combat face à un équipage pirate déterminé. L'alternative, être tué dans une bataille perdue d'avance ou être abandonné sur une île déserte,
persuadait généralement les capitaines marchands de capituler rapidement. Mais certains résistaient, par bravoure ou désespoir. Pour les pirates, cette résistance représentait à la fois un danger et une opportunité. Un équipage qui se rendait sans combat était généralement épargné. En revanche, ceux qui résistaient et étaient vaincus pouvaient s'attendre à un traitement plus brutal. Cette politique n'était pas motivée par la cruauté gratuite, mais par un calcul pragmatique. La réputation de férocité des pirates envers ceux qui résistaient encourageait les futurs adversaires à se rendre pacifiquement, réduisant ainsi les risques pour tous. Les cas de Charles Vannes et de Barbe Noire illustrent cette logique. Vannes était connu pour sa cruauté envers les prisonniers, indépendamment de leur comportement lors de la capture. Cette réputation eut un effet contre-productif. Sachant qu'ils seraient maltraités de toute façon, les équipages préféraient souvent combattre jusqu'au bout. Barbe Noire, en revanche, respectait scrupuleusement sa politique de clémence envers ceux qui se rendaient sans résistance. Bien que tout aussi redouté, il rencontra paradoxalement moins de résistance et perdit moins d'hommes lors de ses abordages. Une fois le navire capturé, venait le moment tant attendu, la découverte du butin. Les cales étaient fouillées méthodiquement, les cabines des officiers inspectées à la recherche de valeurs cachées. L'or et l'argent, bien sûr, étaient les plus prisés, mais les pirates ne dédaignaient pas les marchandises comme le sucre, le tabac, le café, les épices ou les tissus précieux qui pouvaient être revendus dans les ports complaisants. Dans l'inventaire du butin capturé par l'équipage de Bartholomew Roberts lors de la prise du Sagrada Familia en 1720, on trouve cette liste fascinante. 4 coffres contenant 4800 pièces d'or espagnol, 2. Barils de poudre d'or valant environ 12 000 livres, 69 rouleaux de tissu de soie de Chine, 400 livres de poivre de Malabar, 200 livres de clous de girofle des Moluques, un orgue destiné à la cathédrale de la Havane, 3 caisses de médicaments et la perruque en argent massif du gouverneur de Martinique. Le capitaine pirate supervisait généralement l'inventaire du butin, assisté du quartier-maître, un officier élu par l'équipage qui représentait leur intérêt. Cette procédure était cruciale car elle déterminait ce qui serait réparti selon les règles établies du code pirate. Ce code variait d'un navire à l'autre, mais certains principes restèrent constants. Le capitaine et les officiers recevaient des parts plus importantes, mais chaque membre d'équipage, du cuisinier au mousse, avait droit à sa part. Cette répartition relativement équitable contrastait fortement avec la hiérarchie rigide des marines nationales et marchandes, où les simples matelots ne recevaient qu'une infime portion des profits d'un voyage. Le code de l'équipage de Bartholomew Roberts, l'un des mieux documentés, stipulait la répartition suivante. Le capitaine reçoit 2 parts du butin. Le maître d'équipage, le quartier-maître et le canonnier 1 part et demie chacun. Les autres, officiers 1 part et 1/4. Et chaque matelot 1 part. Cette échelle, bien que maintenant une hiérarchie, était remarquablement plus égalitaire que celle des navires conventionnels, où un capitaine pouvait gagner 50 à 100 fois plus qu'un simple marin. Les rencontres entre pirates et autres navires n'étaient pas toujours violentes. Parfois, des membres de l'équipage capturés choisissaient de signer l'article, de rejoindre les rangs pirates. Pour un marin mal payé et maltraité sur un navire marchand, la perspective d'une part du butin et d'une vie avec plus de liberté pouvait être irrésistible. Ces transfuges apportaient souvent des compétences précieuses et des informations sur les routes commerciales et les cargaisons à venir. Le cas de William Fly est emblématique. Engagé comme second sur le Elizabeth, un navire négrier, en 1726, il supporta pendant des semaines les mauvais traitements du capitaine John Green. Lorsque celui-ci le fit fouetter pour une faute mineure, Fly organisa une mutinerie, prit le contrôle du navire et jeta le capitaine par-dessus bord. Rebaptisant le navire Fame's Revenge, la vengeance de la renommée, il entama une brève mais intense carrière de pirate dans les Caraïbes.
Capturé et condamné à mort quelques mois plus tard, il refusa de se repentir, déclarant sur l'échafaud : « Notre capitaine et son second nous traitaient avec une cruauté que des chiens n'auraient pas supportée. C'est le sort que méritent tous les commandants qui maltraitent leurs hommes. » D'autres types de rencontres façonnaient également le monde des pirates. Les relations avec les populations autochtones des Caraïbes, par exemple, oscillaient entre alliances et conflits. Certaines tribus, déjà hostiles aux Espagnols qui les avaient brutalisés, voyaient dans les pirates des alliés potentiels. D'autres avaient appris à se méfier de tous les étrangers venus de la mer. Sur la côte des Mosquitos, l'actuel Honduras et Nicaragua, les pirates anglais développèrent des relations particulièrement étroites avec le peuple Miskito. Ces indigènes, excellents navigateurs et chasseurs, servaient souvent de guides, de ravitailleurs et même de combattants aux côtés des pirates. William Dampier, qui fut à la fois pirate, explorateur et naturaliste, décrivit les guerriers Miskito comme les meilleurs chasseurs et pêcheurs que j'ai jamais rencontrés, et également d'une loyauté inébranlable envers ceux qu'ils considèrent comme leurs amis. À terre, les pirates développèrent des relations complexes avec certaines communautés côtières. Des ports comme Port-Royal en Jamaïque, Tortuga près d'Hispaniola ou Nassau aux Bahamas devinrent des havres où ils pouvaient vendre leur butin, réparer leurs navires et profiter des plaisirs terrestres. Ces villes portuaires vivaient en grande partie de l'économie générée par la piraterie, formant un écosystème interdépendant. Port-Royal, en particulier, était une ville extraordinaire. Fondée en 1656 par les Anglais sur une langue de sable à l'entrée de la baie de Kingston, elle devint rapidement l'un des ports les plus riches et les plus décadents du Nouveau Monde. À son apogée, dans les années 1680, elle comptait environ 8000 habitants et plus de 2000 bâtiments, dont des entrepôts, des tavernes, des maisons de jeux et des bordels qui ne fermaient jamais. Un visiteur de l'époque la décrivait ainsi : « Port-Royal est le Sodome de l'époque nouvelle, le lieu de rendez-vous de tous les scélérats et la sentine de toutes les abominations qui se puissent imaginer. Le matin y naît au son des jurons et des blasphèmes, et la nuit tombe sur les cris des ivrognes et le rire strident des prostituées. J'ai vu un homme vendre sa femme aux enchères sur la place du marché, et un autre parier et perdre son œil droit dans une partie de dés. La découverte de ce monde parallèle, où les règles traditionnelles de la société européenne étaient renversées ou réinventées, fascinait et terrifiait à la fois. Pour certains, les pirates représentaient la quintessence du mal, des criminels sans foi ni loi qui menacèrent le commerce légitime. Pour d'autres, ils incarnaient une forme de résistance contre l'oppression des puissances coloniales et des compagnies commerciales. Dans un sermon prononcé à Boston en 1724, le pasteur Cotton Mather décrivait les pirates comme des monstres à forme humaine, abandonnés par Dieu et livrés à Satan pour tourmenter le monde chrétien. À l'inverse, certains pamphlets anonymes circulant dans les tavernes des ports présentaient des figures comme Samuel Bellamy en héros populaire, volant aux riches pour redistribuer aux pauvres. Cette dualité de perception s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Les pirates étaient-ils des révolutionnaires avant l'heure, créant des micro-sociétés plus égalitaires et démocratiques que leurs contemporaines ? Ou simplement des opportunistes violents exploitant les vulnérabilités d'un système commercial mondial naissant ? La vérité, comme souvent, se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes, dans la complexité des motivations humaines et des circonstances historiques. L'âge d'or de la piraterie ne se limitait pas à des rencontres isolées en haute mer. Rapidement, le phénomène prit de l'ampleur, se transformant en un véritable système alternatif qui défiait les empires établis. Ce qui avait commencé comme des actes individuels de prédation maritime se métamorphosa en un réseau complexe d'alliances, de territoires et de côtes partagées. Entre 1716 et 1718, au plus fort de cette période, on estime que plus de 2000 pirates opéraient dans les Caraïbes et le long de la côte est de l'Amérique du Nord.
Leur impact économique était considérable. Selon certaines estimations, ils capturaient un navire marchand sur 4 dans certaines zones, causant des pertes qui se chiffraient en millions de livres sterling. La République pirate de Nassau, établie aux Bahamas entre 1715 et 1718, représente l'apogée de cette systématisation. En l'absence d'un gouvernement colonial effectif, Nassau devint le centre névralgique d'une société pirate organisée. À son apogée, cette république abritait plus de 2000 pirates et comptait dans ses rangs des figures légendaires comme Benjamin Hornigold, Charles Vane, Calico, Jack Rackham et les 2 femmes pirates les plus célèbres de l'histoire. Anne, Bonnie et Mary Read. L'historien Colin Woodard décrit ainsi la situation. Nassau était devenue une véritable république pirate, où les hors-la-loi des mers élisaient leurs officiers, partageaient équitablement leur butin et se moquaient des nations les plus puissantes du monde. Pendant une brève période, ils créèrent une société qui, malgré sa violence et ses excès, était en avance sur son temps en matière de démocratie, d'égalité raciale et de justice sociale. Cette expérience préfigurait, à certains égards, les idéaux révolutionnaires qui émergeraient plus tard dans le siècle. Le fait que des marins ordinaires puissent voter pour élire leur chef, participer aux décisions collectives et recevoir une part équitable des profits était révolutionnaire dans un monde où la démocratie n'existait pratiquement nulle part et où la richesse était concentrée dans les mains d'une petite élite. Le port de Nassau offrait un spectacle saisissant. Des dizaines de navires pirates ancrés dans sa baie abritée, leurs pavillons multicolores flottant au vent. Sur les quais encombrés, des hommes de toutes nationalités et couleurs de peau déchargeaient des marchandises pillées. L'odeur du rhum se mêlait à celle du poisson séché et de la sueur. Les tavernes débordaient jour et nuit, et le son des violons et des chants de marins résonnait dans les rues étroites. Un chroniqueur anonyme décrivait ainsi l'atmosphère. Imaginez Babel, mais sur l'eau. Ici, un groupe de Français joue aux cartes avec des Anglais qui l'auraient tué sans hésiter en Europe. Là, un ancien esclave trinque avec le fils d'un noble déchu. Des Indiens des Bahamas échangent du poisson frais contre de la poudre à canon avec des Hollandais. Nassau est un monde à l'envers, où les règles ordinaires ne s'appliquent plus, pour le meilleur et pour le pire. La bureaucratisation de la piraterie se manifesta également dans la formalisation de ces codes. Le code des pirates n'était pas un document unique, mais plutôt un ensemble de règles spécifiques à chaque navire, souvent écrites et signées par tous les membres d'équipage. Ces codes réglementaient la distribution du butin, les comportements à bord et les punitions pour diverses infractions. Un exemple célèbre est le code établi par Bartholomew Roberts, dit Black Bart, l'un des pirates les plus prospères de l'époque. Parmi ces articles figuraient des règles comme « Chaque homme a droit de vote dans les affaires d'importance et égale part de provisions fraîches ou spiritueux. Les lumières et bougies doivent être éteintes à 8 heures du soir. Si un membre d'équipage souhaite boire après 7 heures, il doit le faire sur le pont, à ciel ouvert. Aucun jeu d'argent n'est autorisé à bord. Les épées et pistolets doivent être maintenus propres et prêts à l'usage. Aucune femme n'est autorisée à bord, bien que cette règle ait connu des exceptions notables. Abandonner le navire ou son poste pendant le combat est puni de mort ou d'abandon sur une île déserte. Ce code incluait également des provisions pour les pirates blessés en service, une forme primitive d'assurance sociale. Pour la perte d'un bras ou d'une jambe, 800 pièces de 8 ou 6 esclaves. Pour la perte d'un œil, 100 pièces ou un esclave. Pour la perte d'un doigt, 100 pièces ou un esclave. Cette préoccupation pour le bien-être des blessés contrastait fortement avec les pratiques des marines nationales, où un marin mutilé était généralement abandonné à son sort sans compensation. Ces codes, loin d'être des curiosités anecdotiques, représentaient une véritable innovation sociale.
Ils établissaient un contrat explicite entre des individus qui s'associaient librement, à une époque où la plupart des hommes et des femmes étaient soumis à des hiérarchies rigides qu'ils n'avaient pas choisies. La structure de pouvoir à bord d'un navire pirate reflétait cette innovation. Le capitaine, bien que figure d'autorité principale, voyait son pouvoir limité aux situations de combat. Pour la gestion quotidienne et les décisions de navigation ou de choix des cibles, il devait souvent consulter l'équipage. Le quartier-maître, élu par les matelots, servait de contrepoids à l'autorité du capitaine et veillait au respect du code. Cette séparation des pouvoirs, qui rappelle le principe des checks and balances, freins et contrepoids, qui émergerait plus tard dans les constitutions démocratiques, était remarquablement sophistiquée pour l'époque. Elle permettait de combiner l'efficacité du commandement unique dans les situations d'urgence avec un processus décisionnel plus participatif pour les questions stratégiques. L'expansion de la piraterie connut également des crises. Les maladies tropicales, particulièrement la fièvre jaune et le paludisme, décimaient régulièrement les équipages. Sans accès à des soins médicaux adéquats, une simple blessure infectée pouvait être fatale. La déshydratation, le scorbut et d'autres maladies liées aux carences nutritionnelles étaient des menaces constantes pour des hommes passant des mois en mer. Le journal de Samuel Kelly, chirurgien à bord du navire pirate Adventure Galley, offre un aperçu saisissant de ces défis sanitaires. Nous avons perdu 5 hommes cette semaine de la fièvre des marais, probablement le paludisme. Leur corps se tordait de douleur, leur peau devenait jaune comme du safran, et leurs yeux rouges comme des braises. Je n'ai ni quinquina pour traiter leur fièvre, ni onguent frais pour les plaies qui ne cicatrisent pas dans cette chaleur humide. Je crains que nous ne perdions encore 10 hommes avant la nouvelle lune. Les querelles internes représentaient un autre danger. Malgré leur code et leurs procédures de vote, les tensions pouvaient éclater violemment sur un navire pirate. L'alcool, omniprésent, exacerbait souvent ces conflits. Des désaccords sur la destination, la stratégie ou le partage du butin pouvaient conduire à des mutineries ou des scissions d'équipage. Le cas d'Edward England illustre ces dynamiques complexes. Capitaine respecté pour sa relative clémence envers les prisonniers, il fut déposé par son propre équipage après avoir épargné la vie des captifs d'un navire particulièrement combatif. Abandonné sur l'île de Madagascar avec quelques fidèles, il mourut dans la misère, victime des valeurs contradictoires qui coexistaient au sein de la société pirate. Son second, John Taylor, qui prit le commandement après la déposition d'England, justifia ainsi son action. Un pirate qui ne sème pas la terreur n'est qu'un homme mort en sursis. La clémence du capitaine England nous aurait tous conduits à la potence, car les hommes qu'il épargnait aujourd'hui reviendraient demain avec des frégates armées pour nous traquer. Malgré ces défis, la piraterie continua de s'étendre. Les réseaux de communication entre navires pirates se développèrent, créant une forme primitive de renseignement maritime. Les informations sur les mouvements des flottes marchandes, les patrouilles navales ou les cargaisons particulièrement précieuses circulaient rapidement. Cette mutualisation des informations donnait aux pirates un avantage stratégique considérable face à des adversaires plus puissants mais moins agiles. Des points de rendez-vous prédéterminés, certaines criques isolées, des îlots spécifiques servaient de lieu d'échange d'informations. Des navires pirates qui se croisaient en mer pratiquaient le GAM. Une rencontre où les capitaines et quelques hommes d'équipage se visitaient mutuellement, partageant nouvelles, rhum et renseignements. Ces pratiques créaient un réseau informel mais efficace, bien avant l'ère des télécommunications. L'impact économique de cette expansion fut considérable. Au début du XVIIIe siècle, les pertes infligées au commerce transatlantique se chiffraient en millions de livres sterling par an. Les primes d'assurance maritime explosèrent et certaines routes commerciales furent temporairement abandonnées. Dans les Caraïbes espagnols, des villes entières se barricadaient à la nouvelle de la présence de navires pirates dans les parages. Un rapport du Board of Trade britannique, daté de 1717, notait avec alarme
le commerce avec nos colonies est paralysé par ces bandits des mers. Les primes d'assurance ont augmenté de 30% en 3 ans, et de nombreux marchands refusent désormais d'expédier leurs marchandises les plus précieuses, craignant qu'elles ne finissent dans les cales d'un navire pirate. Cet état de fait menace la prospérité même de l'Empire. Face à cette menace croissante, les puissances coloniales commencèrent à organiser une réponse coordonnée. L'âge d'or de la piraterie avait atteint son apogée, mais les forces qui allaient précipiter son déclin se mettaient déjà en place. L'essor de la piraterie dans les Caraïbes ne fut pas sans conséquences profondes. Comme une pierre jetée dans un étang, elle généra des ondes qui se propagèrent bien au-delà des mers tropicales, affectant les économies, les sociétés et même les mentalités à l'échelle mondiale. Sur le plan économique, l'impact fut considérable et paradoxal. D'un côté, la piraterie perturbait gravement le commerce transatlantique. Des navires chargés de richesses disparaissaient, des routes commerciales devenaient trop risquées et le coût des assurances maritimes s'envolait. Pour les compagnies commerciales européennes, ces pertes représentaient une hémorragie financière inacceptable. Les archives de la Lloyd's de Londres, la plus ancienne compagnie d'assurance maritime au monde, témoignent de cette réalité. Entre 1715 et 1725, le taux moyen d'assurance pour un voyage vers les Caraïbes passa de 2 à 15% de la valeur du navire et de sa cargaison. Certains assureurs refusaient tout simplement de couvrir les voyages vers les zones les plus dangereuses, comme les Bahamas ou la côte nord de l'actuel Honduras. D'un autre côté, la redistribution des richesses opérée par les pirates stimulait certaines économies locales. Les ports qui accueillaient les navires pirates, ouvertement ou clandestinement, prospéraient grâce à cet afflux de marchandises et d'or. Port-Royal en Jamaïque devint ainsi l'une des villes les plus riches des Amériques, surnommée la Sodome des Nouveaux Mondes, pour sa richesse extravagante et sa réputation de débauche. Les pirates y dépensaient généreusement leur butin, faisant vivre tavernes, bordels, marchands, charpentiers de marine et toute une économie périphérique. Un observateur de l'époque notait « Les rues de Port-Royal sont pavées d'or espagnol. J'ai vu un simple matelot pirate acheter un chapeau pour la somme extravagante de 20 livres, juste pour le jeter à la mer le lendemain et en acheter un nouveau. Cette débauche de richesse mal acquise fait tourner toute l'économie de la ville, de sorte que même les citoyens les plus respectables dépendent indirectement de la piraterie pour leur prospérité. » Cette circulation de richesses créait un système économique parallèle, largement indépendant des circuits commerciaux officiels. Les marchandises pillées, sucre, tabac, indigo, bois précieux, réintégraient l'économie légale via des intermédiaires complaisants, brouillant la frontière entre commerce légitime et recel. Des marchands respectables de Londres, Bristol ou Amsterdam fermaient souvent les yeux sur l'origine douteuse des produits qu'ils achetaient à bas prix. Les dates et événements précis jalonnent cette transformation économique. En 1714, la fin de la guerre de succession d'Espagne libéra des milliers de corsaires qui, privés de leur emploi légal, se tournèrent vers la piraterie. En 1716, les attaques contre les navires marchands dans les Caraïbes atteignirent un niveau sans précédent, avec plus de 300 navires capturés en une seule année. La géographie des Caraïbes fut également redessinée par ce phénomène. Des îles autrefois négligées devinrent stratégiques. New Providence aux Bahamas, l'île de la Tortue près d'Haïti, ou Saint-Thomas dans les îles Vierges se transformèrent en bases pirates importantes. Des communautés métissées y émergèrent, mélangeant Européens déclassés, esclaves évadés et parfois autochtones. L'île de New Providence offre un exemple particulièrement frappant de cette transformation. Presque abandonnée après une attaque franco-espagnole en 1703, elle devint en une décennie le cœur de la République pirate. Sa population passa de quelques dizaines de résidents permanents à plus de 2000 personnes. Des entrepôts, des cales sèches pour la réparation des navires et des fortifications rudimentaires furent construits. Une économie complexe s'y développa,
avec ses propres règles et hiérarchies. La démographie même de la région s'en trouva modifiée. Les équipages pirates étaient remarquablement divers pour l'époque. Des registres retrouvés montrent que certains navires comptaient jusqu'à 60% de membres non blancs, principalement des Noirs, mais aussi des Métis et des Autochtones. Pour les esclaves évadés, la piraterie offrait l'une des rares voies vers une forme de liberté et de reconnaissance sociale. L'historien Kenneth Kincor a analysé les listes d'équipages pirates capturés et jugés. Ses recherches révèlent que sur le navire de Barbe Noire, le Queen Anne's Revenge, au moins un tiers de l'équipage était composé d'hommes noirs, dont beaucoup étaient d'anciens esclaves. Sur le Whydah de Samuel Bellamy, cette proportion atteignait presque la moitié. Ces chiffres contrastent fortement avec les navires marchands ou militaires de l'époque, où les Noirs, quand ils étaient représents, occupaient invariablement les positions les plus basses. Cette diversité était particulièrement frappante sur les navires commandés par des capitaines